Irène Chagnot propose, en compagnie de Gilbert Leuc, Voyage sans passeport. Parti seul, chasser le papillon en Guyane pendant 2 mois, Gilbert Leuc est rentré avec 800 papillons, ce qui est bien, et 3 films, ce qui pour nous est mieux, dont nous aurons la primeur. Qui dit Guyane, dit bagne. Dans quel état l'avez-vous trouvé, ce fameux bagne, Gilbert Leuc? Bien, à l'heure actuelle, il y a là-bas en Guyane un peu la crise du logement, comme on a ici à la métropole. Ouais. Et ce qu'il reste de cellules sur le bagne sont habitées maintenant par des créoles. Alors c'est même très curieux de voir les créoles qui installent leur linge au barreau de ces cellules. Ouais. Mais actuellement, c'est le bagne vu par un bagnard à travers des dessins. Oui, ce sont des dessins qu'un bagnard a fait à l'époque du bagne, qu'il a d'ailleurs recédé à un de ses camarades qui est maintenant installé, qui tient un restaurant à Cayenne. Alors les bagnards débarquaient à Saint-Laurent-du-Maroni, qui était le principal centre pour le bagne. Oui. Alors une fois débarqués, ils étaient acheminés vers des camps, parce qu'il y avait plusieurs sortes de bagnards. Il y avait les relégués, les transportés, qui étaient tous des criminels. Oui, enfin, ils avaient une vie assez dure. C'était un peu la vie de caserne, je peux représenter ça comme ça. Vous voyez, ils vivaient dans des camps, ils pouvaient jouer aux cartes, ils avaient assez de liberté malgré tout. Les transportés, eux, qui étaient des criminels, le soir rejoignaient leurs cellules, mais le matin, ils avaient une certaine demi-liberté, si je puis dire, puisqu'ils étaient abstraints à un travail forcé. Enfin, la soupe par le guichet, c'est tout de même pas très effrayant. Et vous voyez, le bagnard sur la droite, qui était le porte-clés, fermait les cellules. Alors les assassins étaient abstraints à un travail forcé. Pour circuler aux alentours de Saint-Laurent, on avait recours à des sortes de pousses. Oui, c'est un drôle de petit machin sur rail. Oui, et c'était guidé par 2 bagnards, à l'aide d'une perche, vous voyez, très longue. Et n'importe qui se rendait en Guyane pouvait demander au pénitencier 2 bagnards pour circuler dans... Et en toute sécurité. Et en toute sécurité. Remarquez, il y avait pas mal de bagnards qui refaisaient des forfaits sur place, qui retuaient là-bas. Ils avaient cette maladie. Oui, c'est charmant. Ils étaient jugés par des tribunaux là-bas, sur place. Ils étaient souvent punis à la cellule. Et au fer, presque. Et au fer. Ils avaient les pieds enchaînés, avec 2 anneaux de fer, vous voyez, à une barre. Ouais. Alors le matin, on les libérait quand même 1 heure pour leur permettre de se promener un peu dans la cellule, de se détendre, si je puis dire. Alors tous les bagnards avaient la nostalgie de l'évasion, bien sûr, malgré la semi-liberté qu'ils pouvaient avoir là-bas. Alors bien souvent, pendant leur travail, ils réfléchissaient comment s'y prendre, mais la plupart du temps, ils s'adressaient à des sortes de maisons spécialisées qui organisaient toute l'évasion. C'est admirable, ça. Il y avait des maisons spécialisées pour évasion de bagnards. Oui, alors ils payaient un certain prix, même souvent, ils se faisaient, si je puis dire, ils se faisaient rouler, on leur donnait des canaux rafistolés qui étaient peints, qui avaient bien l'impression, et surtout qu'ils partaient toujours de nuit. Alors ils ne pouvaient pas bien se rendre compte. Une fois en pleine mer, beaucoup de bagnards d'ailleurs ont coulé comme ça. Disparus à jamais. Oui. Alors la plupart partaient vers la mer pour rejoindre le Venezuela, où ils avaient, en principe, ils pouvaient s'échapper définitivement, quoique souvent ils étaient repris, on les renvoyait sur la Guyane, et d'autres remontaient le Maroni. S'évader vers la forêt, mais il se trouvait à ce moment-là prisonnier de la forêt, qui était des fois plus terrible. Mais voilà un magnifique profil. Alors ce bagnard, c'est un bagnard. C'est un bagnard, c'est un relégué. Oui. Il a eu 4 condamnations, ce qui l'a envoyé au bagne à la relégation. Maintenant, il est réhabilité, mais il ne peut plus quitter le bagne, puisque ici, en France, il n'a plus de famille. Lui-même me disait qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère depuis la guerre, d'ailleurs. Alors il reste au bagne, il vit misérablement, et il regrette l'époque du bagne. Ah bon? Parce qu'à cette époque-là, ils étaient très bien nourris, très bien habillés, enfin, pour le bagne, bien sûr. Alors le canot est conduit par 2 bosseman. Et où vont-ils? Que se passe-t-il maintenant? Là, ils vont remonter jusqu'à un village indien qui se trouve à environ à 400 km de Saint-Laurent. Oui. Alors le bagnard va aller chasser le papillon. Il profite de son évasion, même des fois il s'évadait pour cela, parce qu'il y a une industrie qui était née en Guyane. Oui. Sur le papillon, le principal papillon, ce papillon bleu que l'on appelle Morphoménélos, qui est très joli, qui sert en décoration et qui est envoyé beaucoup en Amérique, soi-disant. Il paraît qu'on ferait des films en couleur avec cela. Alors il remontait chez les Indiens, parce qu'il n'y a, pour ainsi dire, qu'eux qui sont capables de se guider dans la forêt sans se perdre. Oui, ça doit être assez difficile. Oui, c'est le grand danger de la Guyane, c'est de se perdre.
Tout ce que l'on raconte sur les bêtes, il y a bien des tigres, il y a bien des serpents, mais il faut les chasser pour les trouver. Moi, pendant 2 mois de Guyane exactement, je suis resté 1 mois en forêt, je n'ai pas vu de serpent, je n'ai pas vu de tigre, je n'ai pour ainsi dire pas vu de bête. C'est beaucoup plus agréable pour vous, en fin de compte. Oui. En dehors de votre curiosité personnelle, c'était tout de même plus rassurant. Ça ne m'a pas empêché de ramener quelques petites maladies empoisonnantes plutôt que graves. Le climat, c'est aussi pénible aussi. Oui, puis il y a beaucoup de parasites surtout. Oui. Des petits insectes qui vous piquent, et puis le paludisme, ce fameux paludisme que beaucoup connaissent. Oui. Alors les canaux, vous voyez, à l'approche des sauts, qui sont de fortes dénivellations, qui s'étendent sur plusieurs centaines de mètres, il se donne rendez-vous avec d'autres camarades, au départ de Saint-Laurent. Il a un mal fou à tenir ça. Oui, alors ils s'entraident, les 3 canaux, vous voyez, on laisse 2 canaux en bas du seau, et tous les bonnies d'un même canot poussent celui-ci. Parce que le fond est tapissé de roches. Ah oui. Alors vous avez pu remarquer le drapeau qui est un drapeau hollandais, parce que le Maroni fait frontière entre la Guyane française et la Guyane hollandaise. Alors ce sont des bonnies, ce sont d'anciens Africains, ces Noirs, qui ont fui l'esclavage et qui se sont installés sur le Maroni. C'est très pénible, surtout le canot considéré qu'il transporte le plus souvent 2 tonnes de marchandises. Oui, c'est énorme. Plus le poids des hommes. Le canot est à fond plat, il nage un peu, surnage à la façon d'une coquille de noix. Il est fait d'une seule pièce, ce canot, dans un tronc d'arbre. Ah oui. Il est ouvert au feu. Oui. Alors vous voyez, tout ce fret qu'il y a sur le canot, c'est pour les douaniers, pour les gendarmes qui se trouvent à 300 km de Saint-Laurent et à 100 km du village des Indiens, qui est beaucoup plus loin. Oui. C'est la tenue, ce tissu que vous voyez, la ceinture du boni, c'est la tenue de leur race. Ah bon? Oui, ce n'est pas, des fois on pourrait croire qu'ils ont eu ce début de tissu par un oui. Européen qui est passé par là, mais pas du tout. Vous aviez un ami chien à tourner. Oui, c'était la mascotte un petit peu. Ah oui. J'étais seul, c'était en une compagnie, quoique j'avais mon bagnard qui était bien sympathique. Mais il y en a un sous le canot. Oui, par moment le canot était pris sur une roche. Alors pour le dégager, le boni était obligé de se mettre presque sous l'eau et de soulever une partie du canot sur ses épaules. Il est très fort. Ce sont des hommes très musclés. Ils ne sont pas très forts en jambes, quoique malgré tout, ils sont obligés de faire des exercices très particuliers. Alors le moteur n'a plus aucune utilité à ce moment-là. Oui. Parce qu'ils se font aider par le moteur depuis quelque temps. Mais tout de même. Et le moteur a fait son apparition depuis une dizaine d'années sur la Maroni. Alors vous voyez ce fût sur la droite, c'est le fût d'essence, bien entendu, pour transporter, qu'il transporte jusque là-haut. Oui, il rencontre sans cesse des obstacles. Tout le long du fleuve, alors il y a des endroits d'accalmie, il y en a même beaucoup, mais plus on arrive vers les Indiens, assez haut sur le Maroni, plus il y a d'obstacles, plus il y a de roches. Et à cette période où je suis allé, c'était le début de la saison sèche. Alors le fleuve baisse de niveau, ce qui fait que les roches du fond se trouvent à fleur d'eau. Ça complique un peu le voyage. Exactement. À la saison des pluies, qui commence à peu près vers mars-avril, il est beaucoup plus facile, on va beaucoup plus vite. Qu'en pleine saison sèche, comme c'est actuellement, il paraît que des fois, ils font 5 km dans la journée. Alors, dans les endroits difficiles, même, il me descendait. Le bagnard restait dans le canot parce qu'il est habitué. Mais moi, on me descendait de peur. C'est pas que j'avais tellement peur, mais remarquez, je ne savais pas nager. Oula, c'est un petit peu fou, se non lancer, oui. C'est un peu fou, ça. Vous voyez ce boni qui est énorme. Oui. Il se jette à l'eau, vous savez. C'est incroyable de les voir évoluer. Ils sont vraiment dans leur élément. Et ça ne les empêche pas, ces hommes, d'avoir un abatis, ce qu'on appelle. C'est un bout de terrain qui a été déboisé, sur lequel ils cultivent des bananes, du manioc. Ils sont propriétaires. Oui, alors ils font ça un petit peu en dilettante. Oui. Ils ne recherchent pas tellement l'argent. Il paraît qu'il y a des bonis qui auraient 300 000 francs devant eux. Et pour un noir, pour un indigène, c'est beaucoup là-bas. Alors sur le fleuve, il y a beaucoup de rivières qui se jettent, et dans ces petites rivières, sur ces rivières plutôt, on trouve des villages d'orpailleurs. Oui. C'est loin de ce que l'on raconte sur la Guyane, comme quoi l'on trouve de l'or à Poigny, on n'a qu'à se baisser pour le ramasser. Ce n'est pas vrai du tout. En avez-vous trouvé, oui ou non? Non, allez, je n'en ai pas trouvé. Est-ce que vous en avez cherché? Bien, j'en ai cherché, oui, en filmant ces prises de vue, là. J'en ai cherché avec le créole qui est en train de faire son travail. C'est plutôt lui qui faisait le travail, vous allez voir, d'ailleurs c'est très pénible. Et pour votre compte personnel à vous, non? Oh non, ça ne vaut pas la tenté, peine. Non, ça ne vaut pas la peine. Vous verrez d'ailleurs le résultat la peine qui est va trop... ressortir de 2 jours de travail, c'est vraiment minime. C'est dérisoire. La peine est trop forte pour le salaire, si j'ose dire. Oui, puis alors il fait très chaud. Considérez que sous le soleil, vous avez 55 degrés à peu près. C'est pas mal. C'est très pénible, une humidité terrible. Alors le cours de la rivière est détourné.
Une partie s'écoule et l'autre partie, vous voyez, vient ici passer dans un genre de silo en bois, dans lequel on met les graviers du fond de la rivière, du fond du lit, la boue. Et c'est de là que vient l'or. C'est là-dedans que se trouve l'or. En poussière, des fois en pépites de 7 kilos, mais vous savez, c'est un peu comme de gagner la loterie nationale et 50 millions. Ça s'est trouvé une fois dans la région. Alors c'est un peu la fine poussière. Alors il lave cette boue dans cette rigole, dans l'eau. Vous voyez que la femme d'ailleurs additionne au fur et à mesure. L'or qui est très lourd se dépose au fond. La boue est éliminée par le courant. Les gros graviers restent aussi au fond puisqu'ils sont beaucoup plus lourds que la boue elle-même. Alors tout tombe dans une seconde rigole et va s'accumuler là. Alors vous voyez, avec la main, il lave. C'est déjà beaucoup plus clair. Alors le gros qui reste au fond de cette rigole est lavé dans ce qu'on appelle une battée. Il doit en perdre, c'est pas possible. Non, c'est curieux, vous voyez, l'or glisse et tombe dans le fond, dans le petit cône que forme cette sorte de chapeau. Eh bien, merci Gilbert Leuc pour ce premier voyage et à la semaine prochaine. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Gilbert Leuc et de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, son Paul Bonnefond, illustration sonore Denise Glaser.